monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Contrat, stage et tremplin, les nouvelles aides à l'emploi du pays sont opérationnelles. Elles bénéficient à la fois aux entreprises et aux demandeurs d'emploi au travers du dispositif TIAMA. Nous en parlerons avec la ministre de l'Emploi, Vanina Krula, notre invitée dans ce journal. Focus dans cette édition sur un véhicule particulier, le premier du genre au Fénois, la Fashion Tahiti Mobile, un fourgon de toilettage pour chiens et chats qui se rend directement à votre domicile, vous le verrez. Comme de tradition, nous ferons un tour d'horizon des événements sportifs de cette fin de semaine en deuxième partie de journal avec notre spécialiste Oriano Tefa. Le pays communique sur ses nouvelles aides à l'emploi et notamment sur son dispositif phare, TIAMA. Il s'agit de contrats à durée indéterminée aidés pour favoriser l'entrée sur le marché du travail des demandeurs d'emploi, contrats, stages et tremplins. Les nouvelles mesures ont été présentées par le CEFI aux demandeurs d'emploi et aux associations de FAA à la mairie cette semaine où s'est rendue Esther Parocordette. Il ne faut pas donner du poisson à la population, il faut apprendre à pêcher. Fini les aides précaires du type CAE et CVD, place au recrutement en CDI. Le pays affiche des objectifs ambitieux, bénéficiant à la fois aux entreprises et aux chercheurs d'emploi. Et sur les autres projets qu'on a montrés, ça me plaît. Tout nouveau, hein. On ne le voyait pas auparavant. Le salarié il va toucher 173 000 francs, ça va être ça, son salaire, c'est le minimum pour un temps plein. Le CEFI propose aux demandeurs d'emploi enregistrés et suivis par ses agents de tenter leur chance auprès des employeurs avec le dispositif TIAMA, traduisez indépendant. TIAMA permet aux demandeurs d'emploi de s'insérer dès le premier jour de l'aide puisqu'il devient salarié de l'entreprise et c'est l'entreprise qui est aidée avec une aide forfaitaire qui peut aller de 60 000 à 100 000 francs selon différentes conditions et donc il va faciliter son embauche à ce demandeur d'emploi. 60 à 70% du budget de plus de 5 milliards du service de l'emploi cible les contrats aidés et il y a du travail sur le Fénois. 7 000 offres d'emploi transitent par le CEFI. Ça ne représente pas l'intégralité des offres d'emploi disponibles sur le marché du travail. En face, on a des demandeurs d'emploi, on va dire en chiffre très large, 30 000 demandeurs d'emploi. 2 500 qui sont vraiment actifs, ce sont des chercheurs d'emploi, c'est sur cela qu'on veut miser. Et si le candidat n'est pas prêt à entrer sur le marché du travail, il sera accompagné par un conseiller sur des stages Tiaturi pour aboutir à un contrat TIAMA. Autre mesure d'aide à l'emploi dont les appels à projets ont été lancés en août, les tremplins. Les TIAPA des demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans transmettront leur savoir-faire aux jeunes chômeurs, les TAIA, au travers de projets d'insertion par l'activité communautaire. Ils seront pilotés par les associations et les communes. L'État Vana encourage le pays à aller plus loin dans la réforme. On voit cette migration de la population qui est vraiment confinée sur le grand Papeete commencer à se déplacer vers les îles où là il y aurait de l'embauche, où là il y aurait du travail et où ils pourraient avoir une vie décente. Travailler avec vous. Tous les bénéficiaires des mesures à l'embauche cotiseront à la CPS au régime des salariés. Et nous accueillons à présent la ministre de l'Emploi, Vanina Krula, Yorana. Fatih, 60% du budget consacré aux nouvelles aides à l'emploi seront orientés vers des CDI aidés du dispositif TIAMA. Quelle différence avec le CAE et les CVD plébiscités par le précédent gouvernement et les communes comme FAA? Alors, ce sont des mesures d'aide à l'emploi, ce ne sont pas des mesures sociales. C'est vraiment, le but, c'est de créer de l'emploi, en fait, d'encourager plutôt les entreprises à créer de l'emploi parce que l'emploi est un enjeu interministériel. Ce n'est pas moi qui vais créer de l'emploi, ce sont les entreprises qui vont créer de l'emploi. Donc, c'est un travail qu'on doit faire avec le ministre de l'économie, le ministre de l'énergie, le ministre également du secteur primaire parce qu'il s'agit de travailler ensemble pour créer des emplois durables. C'est le but. Et les emplois durables doivent être basés sur les ressources propres du pays et notamment le secteur primaire, la nature, la culture
et on mise également sur le capital humain. Et donc, c'est toute la différence, en fait, par rapport aux précédentes mesures. On met vraiment le demandeur d'emploi dans un parcours d'insertion où il doit être, lui, d'abord être acteur. On ne peut pas l'accompagner s'il ne se lève pas d'abord et s'il ne se met pas en marche. Et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on accompagne le demandeur d'emploi vers son insertion, soit par de la formation, soit par des stages, soit directement sur un contrat aidé. Et dans ce sens-là, on va donc aider les entreprises à financer une partie du coût du travail. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, les entreprises hésitent à recruter. Ils n'arrêtent pas de le dire, c'est le coût du travail. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi que certaines font plutôt appel à des patentés qu'à des employés pour justement réduire parce que ça coûte trop cher de recruter quelqu'un. Au CESEC, cette semaine, le président de la CPME a déclaré que, je cite, il y a de moins en moins d'entreprises qui utilisent des salariés. Elles sont au nombre de 5314 et ça ne fait que diminuer depuis 2009. Les entreprises préfèrent, semble-t-il, embaucher des patentés. Ça leur coûte moins cher en matière de charges sociales. Votre dispositif TIAMA est-il viable sur le long terme? Alors, en tout cas, il vient régler qu'une partie des causes de ces faux patentés, entre guillemets, puisqu'il vient un peu atténuer le coût du travail. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait qu'il y ait une augmentation constatée depuis une dizaine d'années déjà de ces faux patentés. Et donc, à ce titre-là, c'est vraiment un travail interministériel encore là, puisqu'il s'agit de réviser la réglementation de la PSG, mais également la réglementation fiscale et également le Code du travail pour qu'on puisse justement faire en sorte que plus personne n'aille se cacher derrière ce régime non salarié pour payer moins. Il s'agit en fait de faire en sorte que tout le monde contribue à la solidarité sans avoir à se cacher. Donc il y a la réglementation à revoir, mais sur les 22 préconisations du CESEC, une grande partie est déjà dans les tuyaux, notamment au travers de la réforme de la CSG, et c'est également un projet interinstitution puisque la contribution de l'État également est sollicitée, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal. Puis il s'agit de peines d'emprisonnement, ça relève du code pénal, donc compétence de l'État. Il faut absolument qu'on travaille tous ensemble pour faire en sorte, parce qu'il y a de vrais patentés, et cela, on va les encourager à continuer, mais il y a surtout à voir ces personnes et surtout ces entreprises qui font appel à des patentés qui ne sont pas vraiment des patentés pour avoir à payer moins et qui misent sur leur profit et non pas sur le profit de toute la société. Combien prévoyez-vous de contrats d'aide à l'emploi d'ici la fin de l'année? Et ce sera ma dernière question pour vous. Alors nous sommes en fin d'année, il ne reste que 3 mois. Et en plus, la clôture des comptes va intervenir fin novembre, donc finalement que 2 mois. Donc on a prévu 600 millions déjà, c'est inscrit au collectif du BP 2024 pour 2300 à peu près contrats, que ce soit des TIAMA, des TIATURI ou des TAIA ou des TIAPA, pour une contribution à la PSG, puisque comme le reportage le dit et le présente bien, tous les stagiaires ou ceux qui auront les salariés qui vont bénéficier de ces mesures vont être affiliés donc au régime des salariés. Et donc, il y a une contribution de 234 millions à peu près pour 2024 au régime des salariés. Pour 2025, on a prévu 3,2 milliards pour ce niveau de dispositif, pour 4 000 à peu près contrats stages ou salariés, et pour une contribution de près de 1,8 milliard à la PJ. Merci beaucoup, Fatou Houin, pour toutes ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Il y avait du monde cet après-midi sur le front de mer de Pape-Été pour les 22e dimanches du centre-ville. Oritaiti, couronne de fleurs et teinture de pareo ont coloré la journée des participants, comme l'ont constaté Laure Philibert et Raraumaha. Après-midi sportif pour les familles de la capitale qui avaient le choix entre le Tamouré marathon et les vélos. Exceptionnellement, pas de voiture ni de bus. Les voies du front de mer étaient piétonnes et réservées aux amateurs de roues
et roulettes. Ça change carrément du week-end, hein, au lieu de rester seulement à la maison. Hein. C'est une bonne chose que la mairie de Papeete organise aujourd'hui pour toute la famille, hein. Surtout les petits-enfants, tellement ils s'en foutent de rester à la maison. Ben voilà. C'est les enfants, ils veulent bien sortir de la maison, promener un peu. Quand il y a cette ouverture-là pour nous, ben on vient. Oui, ça change beaucoup. Alors que la Polynésie célébrait la journée mondiale du tourisme vendredi, Papeete joue les prolongations avec des ateliers découvertes, tant pour les visiteurs que pour les résidents. La journée du tourisme, c'est tous les jours, parce qu'on croise forcément des visiteurs tous les jours. Et pour nous, c'est l'occasion aussi, encore une fois, de parler bien sûr du tourisme durable. On va donc interpeller la population, tous ceux qui vont passer et ceux qui répondent aux bonnes questions auront des petits cadeaux. C'était l'occasion de partager à mon épouse et puis de partager aussi avec monsieur le savoir-faire traditionnel du Monoï, parce que les gens ont toujours l'habitude d'aller au magasin et d'acheter. Alors là, quand le monsieur nous explique comment on fait exactement, c'est vraiment un moment de partage. En tout cas, merci encore. Je ne connaissais pas la technique cette technique-là de rouler directement les fleurs sur la couronne de Niho. Et du coup, j'ai appris à faire ça aujourd'hui. Également consacrée à la mobilité, cette journée proposait aux familles une grande chasse au trésor et de nombreuses autres animations gratuites. Octobre Rose démarre ce mardi à l'Assemblée de la Polynésie par une exposition de photos intitulée Orum Ai. Comme chaque année, des activités seront proposées tout au long du mois. Pour en parler, nous recevons Tamara Drapé-Pommier, membre des Amazones Pacifiques. Yorana. Yorana. Alors, dites-moi, Tamara, Octobre Rose 2024 s'installe donc au Fénois pour une campagne de sensibilisation du cancer du sein. Vous unissez vos forces avec l'Institut du cancer de Polynésie française. Il est important d'inciter les femmes au dépistage précoce. Comment les y inciter ? Alors, merci de nous recevoir déjà. Effectivement, la prévention pour le cancer du sein, c'est très important. Et nous avons besoin d'être tous unis pour cette cause. Et donc, nous avons effectivement été ravis que l'Institut du cancer propose de se joindre à notre événement. Donc, je me permets de corriger l'inauguration de notre exposition aura lieu lundi 30 septembre. Et en fait, c'est le lancement officiel d'Octobre Rose qui sera le 1er octobre. C'est le 1er octobre, d'accord. Voilà, l'idée c'est de soutenir les femmes atteintes de cancer, leur montrer qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont accompagnées et effectivement encourager toutes les autres à aller faire leur mammographie parce qu'on le sait tous, plus tôt on dépiste la maladie et moins les traitements sont lourds et surtout on augmente ses chances effectivement de survie. Votre association Amazone Pacifique fera une exposition photo pour cet événement. Oui, absolument. C'est une exposition photo qui est faite par donc la photographe, c'est Justine Russo de Justine Photographie. Et donc, elle a fait 12 photos. Elle a pris 12 photos de 12 Amazones, 12 femmes qui sont atteintes de cancer, dont 12 périodes, 12 étapes de la maladie. Donc, l'expo s'appellera Orum Ai, me semble-t-il. Pourquoi avoir choisi Orum Ai ? Alors, j'avoue que je ne saurais pas trop. C'est un choix qui a été fait par elle. C'est elle qui a souhaité l'appeler comme ça. Je pense qu'elle l'a fait petit à petit en faisant ses photos. Effectivement, voilà, c'est son ressenti en tout cas. La honte est un des principaux freins au dépistage. Comment aider justement ces femmes à surmonter cette honte ? À surmonter cette honte, mais il faut en parler. Il faut qu'elles sachent qu'effectivement, il n'y a aucune honte à être malade. Au contraire, il faut être épaulé. Mais ça, c'est le rôle beaucoup de la famille. Hein. Il faut qu'elle se sente soutenue, la femme, pour qu'elle n'ait pas honte. C'est aussi le rôle des associations comme les nôtres, pour qu'elles puissent venir en parler. C'est aussi le rôle du personnel médical. Et nous avons aujourd'hui l'Institut du cancer qui travaille également sur cette problématique. Il y a aussi des événements sportifs, culturels et de prévention de prévu. Un Octobre Rose plutôt chargé pour cette année. Alors, un Octobre Rose plutôt chargé, effectivement. Alors, nous, on a l'exposition photo, mais il va y avoir un tamouré marathon. Effectivement, je crois qu'il y aura un événement au golf également. Et on fait plusieurs interventions, que ce soit l'Institut du cancer ou les Amazones, dans les établissements publics, dans les administrations, les entreprises et souvent dans les écoles également. Dernière petite question par rapport à l'exposition Orum Ai, 12 portraits que vous exposerez. Pourquoi 12 portraits ? Alors ça, c'est l'artiste qui les a choisis. C'est 12 femmes, 12 portraits,
C'est un choix de notre artiste. Merci beaucoup, Merci à vous. Tamara Drapé-Pommier, pour votre présence ce C'est soir. très gentil, merci de nous avoir invités. Hier, dans les jardins de la mairie de Punaouia, le SIGFA a organisé la journée mondiale du chien et la semaine nationale du chien. Les toutous étaient à l'honneur grâce à des démonstrations d'éducation canine, des conférences sur la condition des chiens au Fénois et des stands et autres activités liées à la vie de nos amis à quatre pattes. Vétérinaires, commerces et autres toiletteurs ont pu conseiller le public sur place. Et nous faisons un zoom ce soir sur un véhicule particulier. La Fashion Dog Mobile est un fourgon tout équipé pour le toilettage pour vos animaux de compagnie. Un camion qui se déplace à domicile sur Tahiti et Moorea n'a plus besoin de se déplacer. Carole se chargera de chouchouter et cajoler vos animaux chez vous et en toute sécurité. Reportage. Toiletteuse canin depuis 24 ans maintenant, Carole a voulu apporter une touche innovante au développement de son entreprise. L'installation d'un fourgon spécialisé dans le toilettage de nos animaux de compagnie, complètement autonome. Alors à domicile, je propose un toilettage complet. Dans le local, je peux faire des chiens jusqu'à 20 kg maximum. Après, j'ai toujours mon matériel pour faire s'il y a des gros chiens à l'extérieur sous mon chapiteau. Tout y est. L'établi pour la coupe, le bac à shampoing et tous les ustensiles nécessaires à Carole pour l'hygiène de vos canidés. En toute sécurité pour tout le monde. Couper les ongles, épiler les oreilles, nettoyer les oreilles, toute la partie hygiène, l'intérieur des coussinets. Donc ça, c'est ce qu'on fait au préalable. En fonction de la coupe qu'on va faire, on fait la pré-coupe juste avant, c'est-à-dire la tonte qu'on appelle nous dans le jargon. Et après, on passe au bac à douche. Voilà, ça dépend ce qu'on va faire sur le chien et ça dépend de quelle race de chien. Le tout en totale autosuffisance grâce à un ingénieux local technique bien pensé. Le but, c'est vraiment de pouvoir apporter le toilettage même à ceux qui ont 10 chiens et qu'il y a 2 bichons, par exemple, qui ne peuvent pas l'emmener forcément sur la ville ou quoi. Et je peux venir chez eux, rester devant le portail ou même aller dans leur propriété. Je fonctionne tout sur secteur. J'ai que des piles. J'ai que des piles avec moi. Donc, j'essaie d'avoir le maximum d'accu sur moi de façon à demander le moins de choses aux clients. Le Fashion Dog Tahiti Mobile se déplacera à votre domicile pour chouchouter canins et félins sur Tahiti et Moorea. Et Auréa Notifo nous a rejoint en plateau. C'est le moment de votre rubrique sportive. Et dans notre actualité, on parlera du triathlon, de natation, d'e-sport et de culturisme. C'est tout de suite. Et ce matin, le triathlon de FIP a rassemblé près d'une centaine d'athlètes à Hitia. 4 courses étaient proposées, 2 duathlons pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans et des triathlons sur des distances XS et S. Le résumé de Désiré Teibao et Ndieb. 750 mètres de natation pour se lancer dans ce triathlon S. En l'absence des cadors de la discipline, c'est l'occasion pour d'autres athlètes de briller. C'est le cas par exemple de Moana Chinissan qui sort en première position à l'issue des 2 boucles dans le lagon de Hitia. Sur les 20 km de vélo, c'est au tour de Noé Delbreguillo et de Pierre Marion de prendre les choses en main. Au moment d'aborder les 5 km de course à pied, les 2 hommes de tête ont une avance confortable sur un groupe mené par Ludovic Chaston. Sous une grosse chaleur, Noé Delbreguillo fausse compagnie à Pierre Marion. Le jeune sociétaire de FIP s'impose finalement en 1 heure et 3 minutes. Il signe sa 2e victoire de la saison après son succès au Mararatri. Il faisait très chaud aujourd'hui, c'était pas très agréable. Surtout en course à pied, on avait une grosse côte qu'on devait réitérer 2 fois dans la course. Mais bon, j'ai su quand même m'adapter et essayer de relancer dans la descente. Et voilà, ça m'a permis de faire ce résultat aujourd'hui. La transition vélo-course à pied a beaucoup joué, mais la course à pied a permis vraiment de creuser l'écart entre ces 2 coureurs. Chez les dames, Maïdi Sucé domine les débats. En tête de bout en bout de la course, elle boucle son triple effort en 1 heure et 11 minutes. Elle devancera Imaevar Apoto et Cassandra Changsong. C'était hyper dur, il fait hyper chaud, on est parti super tard, du coup on a le soleil tout du long.
Et le parcours course à pied, il est hyper compliqué, vraiment. La montée, elle fait 600 mètres, elle est très pentue et ça te casse les jambes dès le début. On l'a fait 2 fois en plus, donc c'est vraiment hyper dur. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Après, le parcours est vraiment très difficile et c'est une course de reprise, donc franchement, c'est quand même pas trop mal, même si on aurait pu faire mieux, je pense. Les triathlètes se retrouveront le 19 octobre à Moorea pour une nouvelle édition du Xterra Tahiti. Va et drogue ne rament pas ensemble. C'est le message que veut transmettre Billy Tupea avec son événement Va no te ora. Cette 3e édition qui lutte contre la drogue a réuni plus de 200 jeunes hier sur le site de Te Oro à Mataia. Les temps forts avec Andy Ebb. C'est quoi tes Va au te ora? Oui, on va à non à la drogue. Voilà. C'est Va et drogue ne rament pas ensemble. Le message est clair et net. Ce travail de prévention de longue haleine commence à porter ses fruits. Le président Billy Tupea constate une amélioration au sein du club. On est propre là pour le moment. Ce qui est important, c'est après les juniors. C'est là que ça va être un peu plus difficile parce que les enfants deviennent majeurs. On n'a plus vraiment la main dessus. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Il faut mettre ça dans la tête que la drogue, c'est pas bon. Tous les mois, 1 ou 2 fois, on parle de la drogue. On essaye de ramener un peu nos enfants dedans, de les apprendre. Et c'est vrai, par rapport aux établissements scolaires, on a une continuité. Mercredi, il y aura le championnat des écoles, des scolaires. Et Teva Oteora fera partie aussi de cette course. Le message dépasse même les frontières de Mataia. De nombreux jeunes des communes voisines viennent soutenir la cause. La plupart des collègues, des parents, tout aussi la route est se droguer. Je l'ai dit au pays, les cousins, il faut aller dans les sports. Ça va changer la vie. Pour toi, c'est pas bien la drogue? Oui, c'est un moyen au pays d'abîmer notre corps. C'est pas trop mon truc d'aller dans la drogue, je préfère plus mes études, je préfère aussi continuer et aller jusqu'à atteindre mon objectif. C'est grâce à mon papy que j'en arrive à là et que je continue à être positive sur l'école. C'est tout naturellement que les parents ont adhéré au projet Va no te ora. Quand il y a un enfant, tu as juste envie que son avenir soit sur le bon chemin. Et voilà, la Va no te ora, elle est là pour la prévention, le Va sans drogue. Beaucoup d'améliorations parce que je vois beaucoup de jeunes venir, présents. Là aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Je suis là grâce aussi à mon fils et mon neveu qui sont en train de ramer là. On va montrer le bon exemple, avant qu'il soit trop tard. Le maire de Tevejuta ne peut que soutenir cette initiative en faveur de la jeunesse. Il est très important d'encadrer, mais surtout de donner des bonnes directives et de donner des exemples à notre jeunesse. Et on peut être exemplaire à travers l'éducation, à travers l'école, à travers le sport, à travers la culture. Nous soutenons tous l'exemplarité dans le sport. En kayak, V1, V3, V6 et V12, les 33 équipages constitués ont ramé les 6 km de balade préventive de la Va no te ora. Les jeunes se sont ensuite affrontés lors des différentes courses prévues. Plus qu'une compétition, il s'agissait avant tout de véhiculer leur message « Va et drogue ne rament pas ensemble ». Et hier s'est disputé le premier Open Water de la saison à Mahina. La fédération tahitienne a pour but d'attirer un maximum de personnes dans cette épreuve en eau libre. 3 distances étaient proposées, 500 mètres pour les enfants, 2 km pour le grand public et 5 km pour les plus aguerris. Reportage. Pas de vent, pas de courant, la météo est propice pour ces nageurs. 62 sportifs amateurs et confirmés se jettent dans les eaux profondes de la baie de Matavai. Ils doivent parcourir un circuit de 1000 mètres, soit 2 boucles à effectuer pour l'épreuve du 2 km et 5 tours pour la course reine de 5 km. Les supporters sont postés tout le long de la plage. Ils n'hésitent pas à donner de la voix pour encourager leurs athlètes. Allez les gars, bravo! Il y a mon fils avec ses 2 cousins qui sont en train de nager là. Et comme on est de Mahina, c'est un plaisir de voir ces enfants nager dans notre si belle baie de Matavai. Pour encourager, pas que mes gamins, mais tout le monde aussi. Donc félicitations à tout le monde et voilà, que le meilleur gagne. Dans la course des 2 km, Jean-Marc Rimaud s'adjuge la victoire chez les hommes. À la 2e et 3e place, on retrouve Honwa Somers et Mania Vicenti.
Ouais, c'était une course plaisir. Je suis revenu de France lundi. J'avais des compètes en France tout l'été. Donc voilà, course plaisir. Je me suis bien amusé, c'était fun. Il fait beau, donc c'est l'essentiel. J'ai voulu suivre les premiers et voilà, tout le long j'essaie de les tenir, mais j'ai pas trop réussi. J'ai réussi à me distancer sur la deuxième bouée là-bas. Hawaiki Moro s'impose chez les dames devant Tess Vintung et Léonie Dupeb. Voilà, on est tous partis en même temps, ça se bousculait un peu au début, mais au final après tout le monde s'est divisé, tout le monde s'est séparé, du coup on était plus à l'aise. Et après voilà, on nage, la température de l'eau était superbe, il y avait des bonnes conditions, il faisait pas trop froid, pas trop chaud, du coup c'était bien. Et Vial boucle les 5 km le premier avec un chrono de 59 minutes et 48 secondes devant Steven et Paul Lorzil. Chez les dames, Deoti Vido est sacrée en 1 heure et 3 minutes. Hemaruiti Bonar prend la deuxième marche du podium et Sol Bernagou complète le trio gagnant. J'ai juste eu un peu de mal à la deuxième bouée du premier tour à la repérer. Et ensuite, la dernière bouée du premier tour, j'avais failli en fait ne pas la prendre parce que je l'avais pas vue en fait. Et du coup, je fais un petit demi-tour, mais ça m'a pas fait perdre beaucoup. Un peu compliqué parce que j'avais du mal à voir les bouées. Du coup, je m'arrêtais souvent pour remettre mes lunettes. Mais sinon, c'était sympa. Prochain rendez-vous en eau libre, la Tahiti Swimming Dream, du 16 au 23 novembre, avec la participation de médaillés olympiques. Tout de suite, on retrouve le reste de l'actualité sportive en bref et en images. Tefana contre Pirée, c'était le choc de la deuxième journée de Ligue 1 Vini au stade Louis Ganivet de Fa'a. Les Verts jaunes ont ouvert le score par l'intermédiaire de Tawatua Lucas au quart d'heure de jeu après un rush côté droit de Kawai Morgan. En seconde période, les Oranges trouvent les ressources nécessaires pour revenir au score grâce à un but de Hariura Labast, bien servi par Herawari Salem. Et en fin de match, Pirée prend l'avantage grâce à une belle action de Désiré Ngamba. L'expulsion du capitaine orange Alvin Teho à la 87e minute ne change rien au score final. Pirée l'emporte 2-1. Malgré nos nombreuses occasions sur la première mi-temps, on est mené 1-0 à la pause. Et la consigne, c'était de continuer à jouer et donc de se procurer des occasions. Et que la réussite allait bien venir à un moment et elle est arrivée en seconde période et on a gagné aujourd'hui. Ça se joue à très peu, c'est deux équipes qui jouent au ballon. Donc, mais là, on a incité, on a gardé ce ballon, on a cherché le déséquilibre et on a joué notre jeu. Donc, à un moment ou à un autre, ça allait venir et c'est arrivé. Hier soir, près de 40 combats se sont enchaînés sur le ring de la Fatawa. Organisé par le club Tini Thai Boxing, la soirée a commencé par les plus petits, puis les combats light contact où le KO n'était pas autorisé en pris le relais, avant de terminer cet événement par deux combats amateurs où Tehari Teheura bat Kilian Pangfat chez les moins de 70 kg et Raymond Natua Teinauri s'impose face à Kevin Tehiva chez les lourds. Tout le week-end s'est tenue la troisième étape du championnat fédéral du Air Calin Tahiti Master Tour, une compétition réservée aux athlètes âgés de plus de 35 ans. Une soixantaine de riders se sont illustrés à l'embouchure de Taharu à Papara. 10 catégories étaient engagées. Chez les grands vainqueurs, Hirateri Natofa reste intouchable en surf dans les catégories Master et Grand Master. Steven Bonnet triomphe en bodyboard. Tawahere Pao gagne en drop knee. Enfin, Pascal Luciani conserve ses titres en surf Grand Kahuna et en longboard Master. Et vendredi prochain se tiendra à la présidence les finales de la deuxième édition du tournoi Rockstar Esport Championship. 6 jeux ont été sélectionnés pour le tournoi: Smash Bros, Call of Duty, FC24, Tekken, Street Fighter et League of Legends. Et le dernier tournoi qualificatif était consacré à Street Fighter 6. Santenaore était parmi les joueurs. Regardez. C'est mon dernier tournoi. Je tenais à venir pour voir un peu la relève et partir serein. Et je suis content parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde et ça me rassure. L'e-sport sur Street Fighter va continuer. Comme un mentor regardant ses élèves à l'œuvre, Johan voudrait voir si les nouveaux pourront le battre. Quand son tour de jouer arrive, il ne laisse aucune chance à son adversaire. En plus de jouer à Street Fighter depuis plus de 20 ans avec toutes les évolutions du gameplay, Johan s'entraîne en ligne avec des joueurs étrangers. Il est clair qu'à mon époque, d'il y a déjà 20 ans, on n'avait pas les bonnes conditions Internet qu'on a aujourd'hui.
Et c'est vrai que ça a manqué pour se faire un niveau, se faire une place à l'international. Aujourd'hui, les conditions sont réunies. On espère que les partenaires vont encore lâcher du débit parce que je pense que les Polynésiens ont du potentiel. Pour le tournoi qualificatif de Street Fighter 6, seulement 16 joueurs se sont inscrits. Le champion de l'édition 2023, c'est Jonas, qui, comme Johan, s'entraîne en ligne sur l'île de Bora Bora. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment l'accès à la fibre là-bas, enfin seulement sur une partie de Baitapé. Mais je continue quand même à jouer en ligne parce que c'est quand même un bon exercice de s'adapter au lag, d'essayer de trouver des parades. Ça reste toujours quelque chose de stimulant et d'éducatif. Au terme du tournoi, Jonas se qualifie facilement pour la grande finale. Le second qualifié est Johan, soit la finale de la précédente édition du tournoi Rockstar eSport Championship. La relève attendra l'année prochaine. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'organisateur de ce championnat, Maïti Rossoni Yorana. Yorana, vous deux, merci. Yorana, Maïti, on l'a vu dans ce reportage, il y a beaucoup d'engouement autour du e-sport, donc au Fénois. Alors, est-ce que ce championnat a permis encore d'élever le niveau de nos joueurs? Je pense que c'est certain parce qu'en fait ça permet déjà beaucoup de rencontres. On a toujours vu les e-sports et les jeux vidéo en général comme des moyens d'isolement et en fait avec Internet c'est devenu vraiment des moyens de rencontre. Mais cette compétition, parmi beaucoup d'autres, en fait, permet à des joueurs de se rencontrer, de se voir, de se tester et en fait de se rendre compte parfois que il y en a beaucoup qui sont très très forts parce que quand on est seul chez soi, on se dit ah moi je suis super fort, mais en fait quand on commence à jouer avec d'autres gars, on se dit qu'on n'est pas si fort que ça. Donc je pense que ça crée un engouement et de l'émulation pour s'améliorer. Justement, les phases qualificatives ont commencé le mois dernier. Combien de gamers ont répondu à l'appel? Alors au total, on a plus de 250 joueurs qui sont inscrits cette année. Donc par rapport à l'année dernière, c'est quasiment 100 joueurs de plus. Donc on est très très content de l'engouement que le projet et que cette compétition prend. On a eu en moyenne une quarantaine de joueurs sur chacun des jeux. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Ça a créé pendant le mois de septembre des grosses journées de qualification qui sont faites dans des salles pour privilégier des conditions assez similaires de jeu. Est-ce qu'on peut espérer un jour envoyer nos joueurs locaux, nos espoirs locaux, à l'étranger pour participer à des grands tournois internationaux? Je pense qu'ils en rêvent en fait, puisque aujourd'hui on parle de sport, voilà, donc c'est devenu un moyen de s'exprimer et de rayonner. Ça a été des grandes fiertés pour nous tous d'avoir des Polynésiens qui excellent dans des sports, que ce soit le surf ou le football. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui sont capables de devenir des champions. Et il y a même d'ailleurs quelques Polynésiens qui ont déjà réussi à se lancer sur le marché du e-sport, à devenir professionnels, à être payés pour jouer. Et c'est quand même exceptionnel, puisque dans le monde, en 2024, je crois que ça génère plus d'1,5 milliard de dollars. Donc nous aussi, je pense qu'on a une place à prendre et ce genre de compétition va faire monter le niveau. Vous parliez justement de Tahitiens qui sont devenus professionnels. Il y en a beaucoup sur le Fénois et ils en vivent réellement? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais en tout cas, on en connaît quelques-uns qui ont réussi à percer. Et souvent, malheureusement, ça passe par partir, comme dans beaucoup de sports, pour beaucoup de raisons différentes. Notamment, nous, malgré l'amélioration des conditions de jeu liées à la connexion Internet, qui, lorsqu'on joue en ligne pour affronter des joueurs de meilleur niveau, entre guillemets, ou en tout cas simplement s'exercer, ce qu'on va avoir aujourd'hui comme vitesse est quand même parfois 6 à 7 fois plus lent que ce qu'on peut avoir en Europe, dû à une autre structure. Mais ça nous permet de se dépasser si on a ces conditions de jeu-là. Donc c'est ce qui s'est passé avec un des joueurs qui est parti de Tahiti faire ses études et en fait est devenu pro player. Alors Maïti, revenons à la grande finale qui nous attend donc vendredi, le 4 octobre. Comment s'organise la soirée et quels sont les enjeux de ce concours? Alors pour nous, clairement, l'enjeu, c'est de montrer et de continuer de montrer au pays qu'il y a un engouement. Donc on attend un maximum de personnes sur cette soirée qui est gratuite. On va avoir quasiment 45 minutes dédiées à chacun des jeux en compétition, puisque le mois de septembre nous a permis d'isoler 2 champions sur chaque catégorie de jeux qui vont s'affronter lors de cette grande finale sur un écran géant, devant un public. L'année dernière, on comptait 250 personnes dans le public. Et vraiment, beaucoup ont regretté de ne pas être venus parce que c'était vraiment incroyable comme émotion. Merci. Merci beaucoup, Maïti, pour toutes ces précisions et puis bonne finale. Donc pour ce dimanche, c'est prévu dimanche 4 octobre. C'est ça, le 4 octobre, à partir de 17h, à la présidence, qu'on remercie de son accueil.
Merci encore et on se donne rendez-vous vendredi. Allez, il est l'une des figures du culturisme au Fénois. Aurélien Foussard participera le 9 octobre à Las Vegas à Mister Olympia amateur dans la catégorie Men's Physique. L'athlète de 37 ans rentre dans la dernière ligne droite de sa préparation. Désiré Teiva l'a rencontré pendant l'une de ses séances à Pamatay. Mister Olympia amateur, donc en fait c'est avant Mister Olympia, 2 jours avant. En fait, c'est une compétition qui permet aussi de pouvoir accéder à une carte professionnelle, justement pour accéder ensuite à Olympia, la compétition des professionnels. À une dizaine de jours de Mister Olympia amateur, chaque répétition compte pour Aurélien Foussard. La séance du jour porte sur les biceps, les abdominaux et les épaules, une partie du corps que le culturiste estime devoir encore développer. Ce qu'on pouvait me reprocher, c'est d'avoir les épaules un peu aplaties. Et donc là, je travaille beaucoup le galbe pour créer la partie en V en fait, puisque le men's physique, la capacité d'un men's physique, c'est quand même d'avoir un corps en V, c'est-à-dire d'avoir les épaules assez larges, une petite taille et d'avoir un dos qui taille en V. Pour mettre ses atouts en valeur, le posing est aussi une partie essentielle de la discipline. Une main sur la hanche, pouvoir faire ressortir les épaules, faire apparaître le dos de face et pouvoir faire apparaître la sangle abdominale. Pour le posing, en général, on regarde des vidéos sur Internet. Moi, ici, j'ai l'avantage d'avoir un ami, Brian Gobré. Dans tout ce qui est posing, il est vraiment à l'aise, il a vraiment une aisance sur scène. Et il m'aide beaucoup à pouvoir trouver la bonne forme et les bons posings qui me conviennent. Intouchable au Fénois dans la catégorie men's physique, l'année dernière, Aurélien s'est fait un nom en Californie. À San Diego, il s'impose à la Border State. C'est donc avec confiance qu'il aborde sa nouvelle compétition à Las Vegas. Je pars avec la confiance déjà de mon physique de l'année dernière qui m'a permis d'être au-dessus des autres. Tout en sachant que là, à Olympia, il y aura des physiques bien plus impressionnants. Mais voilà, je vise quand même à prétendre à un top 5, même si c'est quand même difficile. Mais voilà, j'essaye de viser au moins le top 5 pour pouvoir être confiant et dans mes performances. En cas de bons résultats, Aurélien n'exclut pas de participer à une autre compétition en Californie en fin d'année. Un grand fight à cet athlète. Nous arrivons au terme de notre édition. Au programme de ce soir sur votre chaîne Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, suivi de Zone Interdite. Demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes de ce journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tétinu Télévision. Et comme d'habitude, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.